À la fin du siècle dernier, en Argentine, et plus précisément dans la région de Córdoba, le docteur Antonio Nores Martínez et sa famille furent impressionnés par un grand chien, le Perro de Pelea cordobés. Cette race, comme son nom l'indique, était hélas utilisée dans les combats entre chiens. Très valeureux, endurant et courageux, il manquait toutefois de rapidité. Et du fait de sa férocité envers ses semblables, il n'était pas adapté à la chasse. Le Perro de Pelea avait probablement été créé par des croisements entre matins, bull terrier, bulldog anglais et boxer, mais aucune recette précise n'existait. Le docteur Martínez s'employa à sauver cette race de l'extinction pour en créer une nouvelle à partir d'elle. Antonio Martínez fit de nombreuses recherches sur les chiens de chasse argentins et conçut le profil d'un chien adapté à ses exigences. Calme avec son maître et prêt à attaquer l'adversaire. Doué d'un bon flair comme le pointer, capable de chasser le puma et donc de suivre ses empreintes, de dépasser les obstacles et de se mouvoir sur des terrains accidentés. Être davantage un chien de combat qu'un chien rapide, parce que courir après un puma ou un sanglier est moins fatigant que de savoir les combattre. Être courageux et blanc afin d'être facilement visible dans les bois où l'on chasse. Antonio Nores Martínez songea sans doute que l'amélioration du flair était sa première tâche. Il fit donc des croisements avec les pointers les plus primés et les plus importants de France. Pour gagner en hauteur et en poids, il utilisa des danois. Pour conserver un caractère téméraire, le bull terrier. Le dog de Bordeaux servit à augmenter la puissance des mâchoires. Le bulldog anglais et le boxer servirent à fournir une grande intelligence et un équilibre enviable. Pour finir, on ajouta le lévrier irlandais pour sa vitesse et sa force. Le matin des Pyrénées fut également employé pour avoir une bonne stature et la peau claire. Pour l'ossature et pour ses ancêtres, le mastif fit également partie des géniteurs. Mais au cours de la phase initiale, Antonio Nores Martínez ne consigna rien avec exactitude. Quand l'élevage atteignit finalement le stade où les chiens pouvaient se ressembler, des familles ou branches uniques furent fondées. Par la suite, les exemplaires adressés furent sélectionnés et croisés entre eux. En 1928, Martínez présentait enfin le standard du dog argentin, mais le 2 décembre 1956, il fut tué au cours d'une partie de chasse. C'est son frère, Agustín Nores Martínez, qui prit sa suite pour la continuation de la race. À Córdoba, après la mort du fondateur, le dog était devenu très rare. Agustín consolida la race avec des chiens provenant de La Pampa et de San Luis. Plus tard, il déménagea l'élevage pour l'amener à Esquel, région du Chubut. Le 20 mars 1964, il obtint la reconnaissance de la race du dog argentin de la part de la FCA, Fédération cynophile argentine. La FCI prononça un jugement favorable le 31 juillet 1973. Le nom de l'élevage d'Agustín del Chubut était une garantie de l'originalité de tous les exemplaires de dog. Agustín Martínez avait commencé à enregistrer son élevage le 3 février 1954 et à sa mort, 1031 chiots avaient été enregistrés. C'est ainsi que les chiens du Chubut sont présents dans bien des généalogies et dans les ascendants de champions comme Agalas, Gladiator del Chubut et Nanduzzi del Chubut, Tilcara, Facundo del Chubut et Mawida del Chubut, Taco del Totoral, Mancha del Chubut et Challa del Chubut, et enfin Tala, qui est une sœur de Taco. Le célèbre Mayoco del Chubut a été le premier dog argentin enregistré officiellement par la FCA. Il est donc, tout comme les champions que nous venons de nommer, présent dans de nombreux pédigris. Accouplement, gestation et mise bas sont des événements tout à fait physiologiques pour le dogo, qui demandent très rarement l'intervention de l'homme. Les lys mettent au jour une moyenne de 6 à 9 petits. Ils sont toujours allaités par leur mère et le sevrage commence assez tôt, vers 20 ou 25 jours. En effet, la croissance des premiers mois est très rapide.
Il convient donc d'intégrer le lait maternel avec une alimentation solide afin de permettre au chiot de se développer sans carence. Après le sevrage, la phase de socialisation revêt une grande importance. Le petit dog argentin est particulièrement sensible et il faudra absolument prendre beaucoup de précautions à son égard. L'intervention de l'éleveur est cruciale. Dès les premiers jours, il doit former le caractère des chiots en leur apprenant à socialiser avec leur environnement, mais surtout avec l'homme. Le contact quotidien régulier avec le propriétaire et les enfants permet au petit de grandir dans les meilleures conditions pour pouvoir un jour donner le meilleur de lui-même. S'il est laissé seul, nous aurons un chien couard avec tous les risques et les périls que cela comporte. De nombreuses expériences permettent d'affirmer que le moment idéal pour séparer les chiots de leur mère est à 2 mois, car c'est l'époque où ils s'adaptent le mieux aux nouvelles situations sans en souffrir psychologiquement. À partir de cet âge-là, il est vraiment très important d'habituer progressivement le chiot à tous les événements possibles. Laisse, voiture, présentation à d'autres animaux, promenade dans le centre-ville, dans des endroits très fréquentés, etc. Quand le petit dog fait une erreur, il faut le gronder avec une fermeté douce, sans violence et sans cri, qui ne ferait que le traumatiser et troubler son caractère. C'est un chien sensible et très affectueux s'il reçoit autant d'affection qu'il en donne en échange. Quand il sera adulte, il saura mériter la confiance de son maître et faire corps avec lui en comprenant les diverses situations et en réagissant de manière appropriée. Après la phase de socialisation, c'est-à-dire quand le chien a désormais 6 à 7 mois, on pourra le maintenir à distance des visiteurs et espacer les rencontres, afin de remplacer sa disponibilité innée envers l'homme par un peu de méfiance. Le chien doit toujours se trouver là où est son maître. Hawk. L'idéal lui permet de bien s'adapter à tout lieu. Grands espaces, petits jardins ou même appartements peuvent être l'environnement idéal du dog argentin, à condition toutefois qu'il entretienne toujours un contact étroit avec le propriétaire, sa famille et surtout les enfants, qu'il adopte tout particulièrement, même si ceux-ci mettent parfois sa patience à rude épreuve. L'essentiel, surtout si le chien vit en appartement, c'est l'entraînement physique, qui peut commencer vers les 9-10 mois et qui fera énormément de bien au physique et au mental. Le dog est un chien vivace qui a besoin de se défouler. Comment se comporter si l'on désire un dog argentin ? Tout d'abord, il faudra s'adresser à un éleveur sérieux qui travaille avec des critères précis et qui saura donc conseiller le bon chiot à chaque personne. L'éleveur doit avoir 2 objectifs précis dans la sélection de la race. Primo, sélectionner les sujets possédant un caractère docile et décidé à la fois, affectueux et digne, équilibré et attentif, fidèle et incorruptible, courageux et agressif en cas de besoin. Secondo, respecter le standard de la race. Quelques suggestions importantes à respecter lors du choix du chiot. 1. Pas d'yeux bleus, parce qu'il ne pourrait pas être employé comme reproducteur. 2. Pas de taches noires de poils sur le corps. 3. Il ne doit pas être excessivement timide. 4. Pour un chiot mâle, vérifiez qu'il n'y ait pas de rétention des testicules. Naturellement, cela dépend aussi de l'âge du chiot. Parfois, hélas, l'inconscience de l'homme peut réveiller l'agressivité héréditaire latente chez le dog. C'est la raison pour laquelle le dog argentin attire souvent, malheureusement, de mauvais maîtres, des personnes qui veulent compenser leur propre faiblesse de caractère par un comportement agressif. C'est pourquoi les éleveurs ont une forte responsabilité dans l'élevage sélectif du dog argentin. La classification morphologique de ce chien est le molossoïde, mésomorphe brachycéphale. Aspect général, molossoïde de type normal, mésomorphe aux membres longs. Sans être un géant, sa bonne taille reste moyenne dans les proportions recherchées. Son aspect est harmonieux, il est robuste grâce à sa puissante musculature qui transparaît à travers sa peau solide et élastique, fermement appliquée au corps grâce à des tissus sous-cutanés pas trop lâches. Sa démarche est calme mais ferme.
Il est intelligent, possède des réactions rapides et agiles qui soulignent son caractère joyeux. Il est fidèle et affectueux. Sa couleur blanche est remarquable. Ses aptitudes physiques en font un vrai athlète. La hauteur au garrot correspond à celle de la croupe. La hauteur de la poitrine atteint 50% de la hauteur au garrot. La tête. De proportion moyenne, la tête donne une impression de force et de puissance, sans angle brusque ni fine ciselure. La ligne du dessus est légèrement concave-convexe. Le profil de la région crânienne est convexe et le chanfrein est légèrement concave. La longueur du museau est la même que celle du crâne. Le crâne est massif, convexe dans le sens antéro-postérieur et transversal. Les arcades zygomatiques sont bien saillantes, formant une large fosse temporale. Stop, moyennement marqué, se trouvant à l'endroit de transition entre la légère concavité du museau et la convexité du crâne. Vu de profil, il est bien défini grâce à la proéminence des arcades sourcilières. Truffe noire avec des narines bien ouvertes. Elle est légèrement remouchée vers l'avant vu la légère concavité du chanfrein. Vue de profil, la délimitation antérieure de la truffe est droite et perpendiculaire par rapport au bord antérieur du maxillaire. Elle peut cependant être placée légèrement plus en avant que ce dernier. Museau. Puissant, un peu plus long que haut, bien développé en largeur. Les faces latérales sont légèrement convergentes. Lèvres. Modérément épaisses, courtes et bien appliquées. Les bords des lèvres sont de préférence pigmentés de noir. Mâchoires. Elles sont fortes et bien tendues, sans prognatisme supérieur ni inférieur. Les branches de la mandibule convergent légèrement et régulièrement. La force de prise des mâchoires est maximale. Les dents sont grandes, bien développées, régulièrement alignées, fermement implantées et d'un blanc immaculé sans caries. On recherche une denture complète. Aucun prognatisme doit être présent. Les yeux sont de couleur brun foncé à noisette et protégés par des paupières dont les bords sont de préférence pigmentés de noir. Bien séparés en forme d'amande, ils sont placés à hauteur moyenne. Dans l'ensemble, leur expression est attentive et vive, mais elle peut parfois devenir dure à implacable, spécialement chez les mâles. Oreilles. Attachées haut sur la tête, elles sont bien séparées l'une de l'autre à cause de la largeur du crâne. Vu la fonction du chien à son origine, elle devrait être coupée et portée dressée, de forme triangulaire et d'une longueur qui ne dépasse pas 50% de la longueur du bord antérieur du pavillon de l'oreille naturelle. Si elles ne sont pas coupées, elles sont de longueur moyenne, large, épaisse, plate et arrondies à leur extrémité. Le poil est un peu plus court que sur le reste du corps. L'oreille naturelle est portée tombante et bien appliquée contre la partie postérieure des joues. En éveil, elles peuvent être portées mi-dressées. Cou de longueur moyenne, fort et droit, il a une bonne musculature et présente de profil une ligne supérieure légèrement galbée. Il a la forme d'un cône tronqué. Corps. La longueur du corps, mesurée de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse, dépasse d'environ 10% la hauteur au garrot. Ligne du dessus. Horizontale, le garrot et la pointe de la hanche sont à la même hauteur. Ce sont les deux points les plus saillants. Poitrine. Large et bien descendue. La pointe du sternum se trouve à la même hauteur que la pointe de l'épaule, articulation scapulo-humérale, et la ligne inférieure du thorax est au niveau des coudes. La poitrine est spacieuse pour offrir un large espace aux poumons. Les côtes sont longues, modérément cintrées et rejoignent le sternum au niveau de la ligne du coude. Queue. Attachée à hauteur moyenne, elle forme un angle de 45 degrés avec la ligne du dessus. En forme de sabre, épaisse et longue, elle atteint le jarret sans le dépasser. Au repos, elle est naturellement tombante. En action, elle est portée un peu plus haut que la ligne du dessus et bat continuellement de gauche à droite. Au trot, elle est portée à la même hauteur ou un peu plus haut. Membres. Membres antérieurs. Dans l'ensemble, ils présentent un tout musculeux et osseux ferme et solide, bien proportionné à la taille du sujet. Vus de face et de profil, les antérieurs sont droits et parallèles. Membres postérieurs. Les angulations sont moyennes. Dans leur ensemble, les postérieurs sont forts, solides et parallèles. Ils donnent l'impression de grande puissance que leur fonction exige.
les membres postérieurs devant assurer une impulsion suffisante et déterminer l'allure typique du chien. Allure, agile et franche. Dès que l'intérêt du chien est éveillé, l'allure change décidément de caractère. Elle se relève et les réactions deviennent rapides, ce qui est typique de la race. Le pas est calme, le trot est allongé avec une bonne extension des antérieurs et une puissante poussée des postérieurs. Au galop, le chien déploie toute son énergie et développe toute sa puissance. Couleur, d'un blanc pur. Autour des yeux, on accepte une tache noire ou une couleur foncée. Cette tache ne doit pas dépasser 10% de la surface de la tête. Taille, hauteur au garrot pour les mâles de 62 à 68 cm. Pour les femelles, de 60 à 65 cm. Le dogo, en somme, est un chien au caractère fort et décidé, mais c'est surtout un chien intelligent, fidèle, obéissant et prêt à sacrifier sa vie pour défendre son maître s'il le faut. C'est un chien idéal pour la famille et le compagnon idéal pour les enfants. Très patient, il fait un baby-sitter parfait. Un enfant ayant un dog argentin pour ami est en parfaite sécurité. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes, ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition, mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin, où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer.
Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers.
De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2, et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron-noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder.
En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à quatre pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur, provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur, et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardiopulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisée à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale 1 fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.